on est une équipe qui est spécialisée dans la génétique de façon générale et de la génétique de l'endométriose en particulier. Et donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui prédispose à l'endométriose dans les gènes des patientes. On essaie également de trouver des marqueurs génétiques de l'endométriose, c'est-à-dire en fait soit des séquences d'ADN qui signeraient un risque d'endométriose, soit des marqueurs non ADN, alors ce qu'on appelle des marqueurs circulants, c'est-à-dire des molécules dans le sang qui permettraient de façon relativement précoce d'avoir un diagnostic d'endométriose non invasif, en récupérant juste une prise de sang, et éventuellement plus précis que ce qui existe en essayant de classer le type d'endométriose à laquelle on s'intéresse, à savoir est-ce que c'est une endométriose profonde, est-ce que c'est un endométriome ovarien, est-ce que c'est de l'endométriose superficielle, à quel stade est-elle, est-ce qu'elle aura une conséquence sur la fertilité ou pas. Voilà, c'est le genre de questions qu'on se pose. Sur le traitement de la douleur, alors bon, c'est pas directement mathématique, mais bon, je travaille à l'hôpital Cochin, et à l'hôpital Cochin, il y a un des plus grands services d'endométriose de France, dont le chef de service est le professeur Charles Chaperon. Et récemment, il a écrit une revue sur la prise en charge des patients d'endométriose. Et l'idée, c'est que pour les patientes chez qui la pilule est une solution, la pilule, c'est en fait l'extinction des règles, il faut soigner l'endométriose comme quelque chose de chronique. C'est-à-dire en fait en relation avec le plan de la patiente pour la vie. C'est-à-dire auparavant, la tendance était de faire de la chirurgie dès le départ. Donc là, la tendance, elle est un peu différente maintenant. Il s'agit en fait de voir si la patiente désire avoir des enfants, si elle en a déjà eu, combien est-ce qu'elle veut en avoir, à quel âge, etc. Et donc on va traiter de façon médicamenteuse par des pilules progestatives ou œstroprogestatives la patiente pour la mettre en ménopause artificielle en quelque sorte, ce qui normalement devrait atténuer les douleurs. Ça marche pas à tous les coups, mais bon, ça marche pour une proportion importante de patientes. Et le jour où elle a un désir de grossesse, donc on interrompt la pilule. Et puis une fois que ce désir de grossesse est obtenu, une fois qu'elle a eu un bébé et qu'elle en veut plus d'autres, à ce moment-là, on envisage la chirurgie. Mais la chirurgie est plus devenue pour beaucoup d'équipes, et y compris donc celle du professeur Chaperon qui est chirurgien lui-même, plutôt un dernier recours dans un contexte où on prend en considération toute la vie de la patiente. Après, il reste le problème des douleurs qui ne sont pas forcément gérées par la pilule, et ça existe aussi. Et là, il y a des choses expérimentales, mais il n'y a pas vraiment de réponse merveilleuse. Et parfois, la patiente peut dire, OK, si la chirurgie va atténuer mes douleurs, et ce qui peut être le cas si elle est bien faite, ben, je sacrifie mon projet d'enfant, ou je le sacrifie pas, mais disons que je prends le risque. Parce que, donc, par exemple, il y a un type d'endométriose qu'on appelle l'endométriome ovarien, et donc, il fait une lésion sur l'ovaire. Et cette lésion sur l'ovaire, alors bien sûr, on peut la réséquer chirurgicalement, mais en général, on touche à ce qu'on appelle la réserve ovarienne dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on va, en enlevant la lésion, enlever également des follicules et donc diminuer la réserve ovarienne et donc diminuer les chances de la patiente. Maintenant, dans un cadre où on a un hôpital complet de biologie de la reproduction, comme encore une fois à Cochin, parce que c'est le système que je connais le mieux, on a maintenant de plus en plus de propositions de vitrifier des ovocytes ou de congeler, en fait, de vitrifier des ovaires ou de congeler des ovocytes de façon à préserver la fertilité et de façon à ce que, en dépit du fait qu'on a touché à l'ovaire en enlevant un endométriome, qui parfois peut être de très grande taille, c'est ça le problème, hein, c'est qu'un ovaire c'est pas très grand, ça fait quelques centimètres, on peut avoir parfois des lésions d'endométriose qui font plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres à enlever. Et donc, voilà, c'est un petit peu les solutions au cas par cas. L'idée, c'est que l'endométriose, c'est une maladie chronique et il faut la gérer de façon vraiment individuelle, patiente par patiente. Donc, il n'y a pas de solution. Et c'est vrai qu'avant, on avait tendance à faire de la chirurgie en première ligne et ça, c'est clairement plus le cas. Globalement, les femmes qui sont endométriotiques ont une infertilité pour 30% d'entre elles. Et ce qui fait que, et réciproquement, l'infertilité féminine est expliquée à près de la moitié par l'endométriose. Donc c'est une cause majeure d'infertilité féminine qui vient de différentes sources. Donc ça vient d'une part des ovocytes et donc des follicules. Les ovocytes, c'est-à-dire les cellules féminines, sont formées dans des petites poches qu'on appelle les follicules, qui à maturité deviennent ce qu'on appelle des follicules de von Graaff, qui vont éclore et libérer l'ovocyte dans les trompes au moment de l'ovulation. Et d'autre part, il y a des problèmes au niveau de l'utérus. Parce qu'en fait, pour que la reproduction se passe correctement chez la femme, il faut d'une part que l'ovocyte soit fécondé par le spermatozoïde, puis d'autre part, il faut que l'implantation se passe bien. Et ce qu'on sait, c'est que les femmes endométriotiques, alors on se doutait depuis longtemps que l'utérus lui-même était problématique d'un point de vue moléculaire. Maintenant, on a beaucoup d'éléments pour le dire, effectivement. C'est qu'un utérus eutopique, c'est-à-dire qui a la bonne position, qui est apparemment normale d'une femme qui a de l'endométriose, n'a pas les mêmes propriétés qu'un utérus d'une femme qui n'a pas d'endométriose. Il va être plus
conforme, dirons-nous, à ce qu'il faut pour que la fertilité et l'implantation de l'œuf, en fait du blastocyste, c'est-à-dire l'œuf en développement, s'implante. Mais réciproquement, là, il y a un travail très intéressant qui a été commencé par un de mes collègues à Cochin. Ils ont analysé le liquide folliculaire individuel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement technique, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une ponction dans le follicule. Donc le follicule, c'est une petite poche cellulaire avec du liquide et l'ovocyte au milieu qui est porté par un cumulus. Eh bien, on va faire une ponction du liquide et on va analyser par une technique qu'on appelle de métabolome. Donc c'est des techniques moléculaires qui étudient les petites molécules qui sont là-dedans pour avoir une sorte de signature du follicule d'une patiente endométriotique par rapport à une patiente qui n'est pas endométriotique. Et donc il a trouvé que en regardant individuellement les follicules, donc vous vous rendez compte, c'est tout petit, c'est une performance technologique, il y a une différence moléculaire dans le contenu, il y a plus de gènes qui sont impliqués dans l'inflammation, enfin de protéines, de petites molécules impliquées dans l'inflammation, de cytokines, il y a plus de molécules qui sont impliquées dans l'énergétique cellulaire, en particulier l'énergie de type non aérobie, c'était en fait la production de pyruvate, de lactate, etc. Donc il y a déjà une signature dans le follicule, d'un follicule de femme endométriotique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, et ça conforme un peu des choses qu'on savait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a probablement les causes d'infertilité chez la femme endométriotique, c'est d'une part l'utérus, ça, on avait des bonnes raisons, plein de raisons de le penser, mais également le follicule. Donc les deux partenaires du côté féminin sont touchés. Le délai diagnostique va diminuer. Ça, je pense qu'on peut le dire. À l'heure actuelle, le délai diagnostique est extrêmement long, c'est 7 ans. Entre le moment où une femme a ses premières manifestations cliniques d'endométriose et le moment où on dit c'est de l'endométriose, il s'écoule 7 ans. C'est énorme. Et c'est en France que je parle pas d'un pays, un pays en voie de développement. Donc là, avec l'information qui est en train de se faire, c'est une vraie révolution en termes d'information. Il y a 20 ans, quand on lit un livre écrit par une femme sur les douleurs pendant les règles, le mot endométriose n'est pas cité. Il y a 20 ans. Et 20 ans après, bon, il est dans toutes les lèvres, les médecins en entendent parler. Dans les cursus médicaux actuellement, l'endométriose dans la médecine générale, c'est 1 heure de cours sur 5 ans d'études. Donc là, ça va changer. Il y aura une intensification. Ça fait que les médecins vont être plus conscients, les patientes vont être plus conscientes. Il y aura beaucoup moins de mépris aussi sur le fait, ah bah, tu souffres, t'es une femme, c'est normal, t'es là pour ça. Donc ça, c'est sûr que ça va évoluer. Et pour ce qui est de la douleur, il y a quand même des données objectives, d'une certaine façon. Subjectivo-objectives, je dirais, c'est qu'on a des échelles de douleur qu'on va, par exemple, classer de 1 à 10, et on peut comparer ce que c'est que la douleur de l'endométriose. Par exemple, parce que 10, ça veut rien dire en soi, ça dépend des gens. Mais par contre, on peut dire, voilà, une fracture osseuse, on considère que c'est une douleur de 10. Un accouchement, c'est une douleur de 10 quand il n'y a pas de péridurale. Une crise de colique néphrétique, c'est une douleur de 10. Et là, les hommes ont pu avoir une fracture, ont pu avoir une crise de colique néphrétique. Pour l'accouchement, pas encore. Et donc, par conséquent, ils sont capables, quand une femme dit « la douleur que j'ai eue, c'est la même que celle d'une crise de colique néphrétique », tout le monde peut se rendre compte à ce moment-là. Qu'on soit homme ou femme, on peut se rendre compte de la douleur. Et on sait, il y a des femmes qui s'évanouissent pendant leur règle à cause de l'endométriose. Donc voilà, tout ça va jouer. Concernant une des causes d'infertilité de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie. C'est en fait le fait que les douleurs sont augmentées pendant les relations sexuelles. Et donc, ça va avoir tendance aussi à diminuer la fréquence des relations sexuelles et donc, par conséquent, à diminuer la fertilité pour cette raison-là, qui est une raison indirecte, mais une raison néanmoins.